sud-radio.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, 0826 300 300. On est ensemble pour commenter l'actualité avec vous. Omniprésence de l'écologie. Est-ce qu'on en fait trop ? D'un seul coup, on a l'impression que l'écologie est partout. Dans cette campagne européenne, tout le monde se met au vert. Tout le monde s'arrache l'écologie. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Alors, est-ce que ça vous a frappé, vous, Christian de Villeneuve, Là encore, on est en période électorale. Faut aller chercher des voix. Faut aller entre autres pour à la République en marche, aller chercher des voix à gauche, qui elle est en jachère. Donc voilà, donc c'est pas. Bon, après cela dit, que tout soit fait pour une certaine prise de conscience des dangers liés à la disparition de la biodiversité ou du réchauffement climatique, c'est une bonne chose. Oui. Les uns les autres, non, Nicolas Corato. Il y a peut-être une explication. Moi, je suis pas devin, mais ce que disent beaucoup les sondeurs qui font des études qualitatives en ce moment, c'est que les sondés, les Français qui répondent, leur disent en gros qu'ils sont dégoûtés du climat politique actuel, perdus complètement dans le schéma, et qu'à la limite, la seule chose qui pourrait les intéresser s'ils devaient voter, c'est un vote écologiste. Alors sans qu'ils n'arrivent nécessairement à le positionner, et je pense qu'il y a une course à l'échalote partout, de la droite jusqu'à la gauche, en passant bien entendu par la majorité présidentielle, pour se repeindre en vert avant les élections européennes et essayer de drainer vers ces listes cet électorat qui ne sait plus vraiment où aller et qui se dit, allez, à la limite pour mes petits-enfants, pour mes enfants, je vais voter écolo. Il y a 3 listes écologistes. C'est peut-être pas aussi simple que ça. Mais ce qui est certain, moi, ce qui me gêne dans tout ce phénomène, ce sont les phénomènes de panurge. Oui. Tout d'un coup, ça part d'un côté. C'est ça. C'était un peu le... parce que je suis convaincu qu'il y a un problème, je dirais, avec le climat. Donc, c'est pas le climat politique, c'est le climat tout court. Mais ce qui est certain, c'est que je suis véritablement atterré par ces mouvements où tout d'un coup, ça part d'un côté et ça risque de revenir en force de l'autre. Donc, parce que, enfin, franchement... que tout vienne en même temps, qu'un rapport des Nations Unies, il y en a des rapports des Nations Unies, arrive sur la place, reçu à l'Élysée, etc., comme ça, c'est pas gratuit. La manip est un peu grosse. Et contrairement à ce qui vient de dire, dans, je dirais, le débat public, ce n'est pas ça qui est sorti le premier. Ce n'est pas ça. Je pense que vous vous trompez sur les signaux faibles et forts. Il y a eu véritablement, moi j'en ai fait des débats publics, et je peux vous dire, alors bien sûr, c'est dans une ville, ça ne représente pas la France entière, mais ce qui est sorti, c'était le pouvoir d'achat. Et c'est ça, ça ne veut pas dire que l'écologie doit être oubliée, elle est fondamentale. Il n'y a qu'un problème, vous savez, c'est comme la guerre. Il ne faut jamais laisser ça dans la main des militaires. Donc l'écologie, il ne faut pas la laisser dans les mains des écolos, parce qu'ils vont aux extrêmes. Donc c'est un problème de responsabilité politique, et il est urgent qu'on s'en occupe. Mais c'est aussi beaucoup de la com, c'est ce que vous nous dites. Je voyais cette information, juste je vous donne la parole dans un instant, Régis. Le train qui chaque jour transporte des fruits et légumes depuis la plateforme logistique de Perpignan et qui arrive à Rungis est épuisé. Ce pauvre train a fait tellement d'allers-retours qu'il va être mis à la casse. Et par quoi il va être remplacé ? Par des camions. Par des camions. Mais où est la logique ? Où est la cohérence dans tout ça ? Ça dure depuis un certain temps. On met le doigt sur je veux dire, une partie du problème, bien sûr, je ne veux pas être trop ambitieux. On en parle beaucoup, et c'est vrai que tout ce qui peut contribuer à la prise de conscience, moi je suis assez d'accord. Le problème, c'est qu'après, il y a tout un tas de choses qui s'en emparent. Regardez le bio. On vous dit, Monsanto, c'est épouvantable, 27 000 salariés dans le monde entier, et c'est-à-dire 10 fois moins que les mastodontes du bio. C'est-à-dire que, et c'est normal d'ailleurs d'une certaine façon, l'économie s'en empare, les contradictions, les politiques s'en emparent, et c'est un petit peu, il y a un sentiment d'anxiété, un sentiment diffus, l'image relayée, il fait pour beaucoup les océans de plastique, etc. Mais le problème, c'est que ça n'est pas vraiment une question politique. Ça, c'est le sentiment que j'en ai. Sur le réchauffement climatique, d'accord, mais où sont les moyens aujourd'hui, j'ai pas dit que c'était facile, mais où sont les vrais moyens qui permettraient en Chine. Parce qu'il faut quand même regarder d'où ça vient, par exemple, ce qui est justement les émissions de gaz de phénomène de serre. Nous sommes véritablement des bons
en raison du nucléaire, il faut le savoir. Ouais. Mais en revanche, il y a des États où effectivement c'est assez dramatique, c'est l'Inde, c'est l'Allemagne avec sa limite, c'est l'Allemagne avec sa limite. Donc je veux bien qu'on se batte la coupe à longueur de temps, mais enfin, il faut quand même regarder la réalité. La France est un pays qui n'a pas à rougir par rapport à beaucoup d'autres. On a un auditeur qui nous dit, quand on sait que la France pollue à hauteur de 0,99% de la pollution mondiale, ça me fait rire. Alors, moi, je suis allé en Espagne il n'y a pas longtemps, il y a des sacs plastiques encore, dans les magasins. On est bien placé parce qu'il y a beaucoup de vent chez nous. Oui. Donc, des vents d'ouest, etc. On prend les dépressions, c'est très bien. Non, ce que je voudrais rajouter concernant ce problème, c'est qu'il y a, ça relève de l'angoisse, je dirais d'une certaine peur, la collapsologie, etc. Et ça génère des phénomènes très irrationnels. Moi, je suis désolé, j'ai appris il y a 3 jours, je trouve ça merveilleux, la petite Thunberg, la petite autiste qu'on vous brandit, avec ses nattes, qui fait peur à tout le monde, l'espèce de Chouki. Sa mère a dit qu'elle voyait le CO2. Ouais. C'est-à-dire qu'on bascule parfois, il y a des formes d'obscurantisme. Et d'ailleurs, le nucléaire en est un bon exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir, si vous voulez éviter l'émission des gaz à effet de serre, le nucléaire doit être une des solutions. Or, les mêmes qui se plaignent du climat vont bien sûr. Non, mais il y a d'autres phénomènes, qui m'interpellent. Lorsque vous regardez les archives moyenâgeuses, vous vous apercevez que vous avez des contrats de pâturage, ça s'appelle ce sont des pâturages en été, sur des zones de la Vallée Blanche qui sont aujourd'hui couvertes par des glaciers. Donc on voit très bien qu'il y a des cycles. Ouais. Et donc ces cycles, véritablement, on les occulte. Moi, j'ai été représenter la France au PNUE à Genève il y a déjà maintenant une 15aine d'années, même davantage, où véritablement les Américains nous disaient, vous vous rendez pas compte, il y a des trous dans l'ozone, etc. Et on s'est aperçu, les experts nous disaient que les trous de l'ozone, ils étaient plus grands encore au début du XXe siècle qu'aujourd'hui. Donc il y a un moment, c'est ce qui m'énerve, c'est cette espèce de mouvements globaux, irréfléchis, qui ont des causes réelles, mais sur lesquelles il faut garder raison. 0826 300 300, est-ce qu'on parle trop d'écologie? Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Dites-nous ce que vous en pensez. Ou est-ce qu'on en parle mal? 0826 300 300, et puis Nicolas Corato qui hoche la tête nous donnera son avis, puis on aura Joris en ligne avec nous. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Jacques Miard, ancien député LR et maire de Maisons-Laffitte, Régis de Castelnau, avocat, et Christian de Villeneuve, journaliste politique. On a Joris en ligne avec nous qui voulait évoquer ce sujet de l'écologie dont tout le monde s'est emparé pendant cette campagne des européennes. Bonjour Joris. Bonjour. On vous écoute. Alors, pour l'écologie, en fait, on en parle beaucoup. Mais en fait, on ne parle pas des vraies choses. Par exemple, on va parler du carburant ou taxer le carburant pour l'écologie. Cette taxe ne va pas plus que celle d'avant pour le budget de l'écologie. On fait croire à 68 millions de Français que c'est nous qui polluons, alors qu'on fait venir des jeans Levi's des États-Unis. Un cargo aller-retour, ça pollue plus que toutes les voitures en France sur une année. Le fuel qui est utilisé pour les cargos, il n'est pas taxé. Des choses comme ça, il y en a beaucoup. Ce que vous dites, c'est un petit peu ce qu'on disait avant la coupure, à savoir c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté politique et que c'est un peu de la com. Pas du tout. Mais bien sûr que oui, c'est de la com. Mais de toute façon, la politique n'est que de la com maintenant. C'est du théâtre. J'appelle ça du catch. Vous savez, les catcheurs là qui font croire qu'ils se font mal, c'est pareil. Ils gueulent dessus, ils vont boire un café après. C'est chiqué. Exactement. Par exemple, le suremballage. Une des choses, je pense, qui pollue le plus sur cette planète. Me dites pas qu'on va pas voir Danone et on va leur dire vous enlevez vos suremballages juste pour votre pub. Ça va leur déjà vous parlez de pouvoir d'achat tout à l'heure, mais ça va ensemble justement. Parce que si on enlève le suremballage, ça va coûter un peu moins cher du coup à la production. Donc le consommateur va s'y retrouver peut-être aussi. Donc ouais, mais il y a plein de choses, mais vous dites qu'on fait pas vraiment ce qu'il faut faire. Exactement, et en plus on pense que la France va résoudre tous les problèmes. Moi j'ai un collègue à moi, il est allé au Vietnam, il m'a dit, il y a un mois, il était en train de faire des treks sur les montagnes, il m'a dit j'ai vu des nuages noirs des entreprises de Chine qui passent comme ça. Donc peut-être c'est mondial en fait. On pense que c'est que nous les Français, on est une goutte d'eau dans la planète. Donc du coup, faudrait plutôt s'attaquer au lobby.
Bah oui. Alors, Nicolas Corato, merci de nous avoir appelé, Joris. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant comme témoignage et puis comme argument, comme raisonnement, parce que et c'est pour ça que les hommes politiques sont mal à l'aise avec l'écologie. Parce qu'il y a deux manières de voir les choses. Il y a l'écologie punitive, donc on va responsabiliser les citoyens. Donc on va vous dire arrêtez de vous laver les dents, fermez le robinet, éteignez la lumière. On va peut-être pas leur dire ça quand même. Éteignez la lumière, en période de Ramadan, il faut pas se les laver les sacs dents. plastiques, etc. Et puis en fait, quand on documente le problème du réchauffement climatique ou de l'environnement, on s'aperçoit qu'il y a deux responsables majeurs, sont les États et les entreprises. Et quand on a fait ce diagnostic-là, quand on accepte de le faire, il faut aller voir les responsables, il faut que les responsables changent leur système. Et là, on a un vrai problème, un problème de modèle économique, un problème même de modèle démocratique qui se pose. Et l'écologie, elle questionne tout ça. Alors c'est vrai que c'est plus simple de dire, après tout, c'est une affaire de citoyens, c'est une affaire de responsabilisation, c'est une affaire de sensibilisation. Et c'est ce que fait Macron d'ailleurs. Macron n'arrête pas de dire que c'est à chacun d'entre nous de faire les efforts. Sauf que nos auditeurs, je le vois sur notre fil Facebook, les gens en ont marre qu'on les culpabilise. Non, mais attendez, il faut quand même rappeler que dans de très nombreuses villes, et pratiquement toutes les villes de France, vous avez maintenant les tri sélectifs. On a quand même fait des progrès énormes. Bon, on met le verre d'un côté, les plastiques de l'autre, les ordures ménagères. Ensuite, il y a le traitement, il y a les ramassages, effectivement, qui ont changé. Donc, il faut quand même regarder les choses. Il y a des progrès qui sont faits. Mais là, on est dans des politiques à long terme. Il n'y a de politique valable que des politiques à long terme, et pas des coups de pub 15 jours avant les élections. Oui. C'est un petit peu ce qui ressort de vos commentaires. L'écologie punitive, c'est rejeter la faute sur le dernier maillon de la chaîne, celui qui a le moins d'emprise sur la pollution. Oui, il faut quand même rappeler également que cette histoire de hausse de carburant, c'était pour compenser la baisse de la taxe d'habitation, qui est une escroquerie intellectuelle. Et c'est exactement les mêmes sommes. Donc, véritablement, et c'est là où véritablement Macron a perdu toute crédibilité, parce qu'il a fait un tête à queue à 180 degrés. Mais ça va nous revenir dans la figure. Cette baisse de la taxe d'habitation. Il y a un moment, il va falloir trouver l'argent. 24 milliards à trouver au plan national. Il faut payer ce qu'on consomme, il faut payer ses services. Enfin, je veux dire, on attend tout de la mairie, on attend tout des collectivités locales. Ça c'est clair. Oui. Non, mais je veux dire, là juste un petit truc, il y a une communauté d'agglo qui a pris la compétence. Non, c'est la compétence. Eau, assainissement, et naturellement, les ressources n'ont pas été transférées. Non, parce qu'on laisse aux communautés d'agglo la création d'une taxe qui peut aller, si mes souvenirs, jusqu'à 10 € par habitant. Donc, et là, je peux vous dire que ça risque de faire mal. Parce que vous avez la lutte contre les inondations, vous avez notamment là où il y a un fleuve comme la Seine, le confortement des berges, et ce sont des sommes gigantesques. On a Pierre en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. On vous écoute. Je crois qu'il faudrait parler de microécologie et non pas d'écologie mondiale. Je pense que l'État, en effet, a une grosse part de responsabilité dans ce qui se passe, ne serait-ce qu'en France, avec 45 000 morts, justement, de gens qui meurent par cancer lié à la pollution. Il y a aussi quand même, je le dis dans les campagnes, une volonté avec la SAFER de réunir les terres toujours. Et donc lorsqu'on réunit des terres de plusieurs propriétaires à un seul propriétaire, la première des choses que fait le propriétaire, il commence par arracher toutes les haies pour bien sûr faire des terres beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est quand même l'État qui est responsable à travers la SAFER. Moi, je vois très bien quand même qu'en Espagne, vous n'avez pas la possibilité de couper un arbre sans l'autorisation de la mairie, voire de l'État, j'en sais rien. Mais en France, on voit, j'ai encore moi des cas très précis où vous avez des arbres qui ont 500 ans, qui sont coupés par les agriculteurs parce qu'ils ont racheté un bout de terre. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ce sont des choses simples à faire, mais personne ne veut le faire. Et pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas les politiques qui ne seront pas élus, bien sûr, en prenant ce genre de mesures. Et pour moi, la solution, donc, comme je vous dis, elle est micro-écologique et non pas européenne telle qu'on veut nous la vendre. Les paysans le connaissaient, ça, auparavant. Et donc, c'est une connaissance, effectivement, je dirais, de comment on protège son terroir par rapport à des vents. On connaît ce cas que vous avez soulevé, notamment en Normandie, où c'est les Alliés qui ont rasé les haies pour avancer plus vite. Bon, mais il n'en demeure pas moins que ce que vous dites est exact, et ça, c'est effectivement au niveau, je dirais, du terroir.
Allez, je voudrais qu'on change de sujet, qu'on parle du handicap. Donc c'est la une du Parisien ce matin, 89% des personnes handicapées n'ont pas ou peu confiance en la perspective de voir leurs difficultés mieux prises en cause. Dans le dernier baromètre France Handicap de la confiance de l'IFOP qui a été dévoilé aujourd'hui, près de 9 personnes sur 10 donc qui sont en situation de handicap se disent mécontentes de l'action d'Emmanuel Macron. 43% estiment que la situation s'est même dégradée. C'était pourtant l'une des grandes causes du gouvernement, avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État, qui se bouge beaucoup, qui fait énormément de choses, qui est très active, très engagée, sauf que un petit peu comme pour l'écologie, il faut que ça suive derrière. Non, quoi. Je crois que c'est exagéré de dire qu'il ne s'est rien fait, parce que je crois qu'il y a eu une augmentation de 10% de l'indemnité pour les handicapés. Après, la difficulté, c'est là aussi, on parlait des sous tout à l'heure, faut trouver l'argent, et il y en aura, oui, mais il y en aura jamais assez. Moi, je trouve quand même que le problème des handicapés est mis en avant systématiquement. Et c'est déjà une volonté de faire prendre conscience aux gens. Après, les moyens ne suivent peut-être pas autant qu'on le voudrait, mais je crois que c'est une erreur de dire que rien n'est fait. Oui, je suis d'accord. Depuis Chirac, il y a une prise de conscience. Voilà. Mais cela étant, parce que moi je prends le cas de ma ville que je connais un peu. Voilà. Quand on fait le chiffrage de tout ce qui doit être fait, on a environ 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est quand même beaucoup. Mais il n'en demeure pas moins que chaque année, on met 300 000 euros et qu'on avance petit à petit. Alors, c'est les trottoirs, ce sont les ascenseurs. Moi, j'ai mis un ascenseur dans la mairie, il n'y en avait pas. C'est paraît-il, les nez de marche, voilà, etc. Donc on avance. Mais cela étant, ça ne se fera pas en 15 jours. Ça, c'est évident. Moi, je voudrais rappeler, monsieur le député Miard, la loi, on est toujours député. Le 11 février 2005, c'est pas uniquement une déclaration d'intention de Jacques Chirac, c'est une loi fondamentale, majeure, qui a, je pense, véritablement changé en bien la vie des personnes en situation de handicap et de leurs familles en France. Si on regarde depuis ce qui s'est passé, sous Sarkozy, sous Hollande et depuis Macron, pratiquement rien de ce que la loi prévoyait. Je prends un exemple, les AVS, c'est-à-dire les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les gamins handicapés dans les classes qui leur permettent d'aller dans des écoles dites ordinaires, ce qui est un progrès phénoménal pour ces enfants. Ces AVS n'ont toujours pas le statut qu'elles méritent, n'ont toujours pas la rémunération qu'elles méritent, n'ont toujours pas la formation qu'elles méritent. Mais l'éducation nationale en a trouvé. Et on a mis des femmes généralement précarisées pour s'occuper de gamins, bien entendu précarisés. En faux. Et dans la plupart des cas, ces auxiliaires de vie scolaire, elles changent en cours d'année scolaire parce qu'elles ont des contrats très courts, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et donc le gamin handicapé, il va changer 2 fois, 3 fois dans l'année d'auxiliaire de vie scolaire. Première chose. L'accessibilité, vous en parliez. On avait chiffré à 15 milliards d'euros l'effort national pour rendre accessibles les établissements recevant du public, qu'ils soient publics ou privés. Ça a été fait en 2005. Nous sommes en 2019, 14 ans plus tard. Vous avez raison de dire que les choses doivent mettre du temps, doivent s'étaler dans le temps. 14 ans. Où est-ce que nous en sommes en termes d'accessibilité des établissements recevant du public? Je ne parle même pas de la mise en accessibilité, je parle même des nouveaux établissements. Allez à la Philharmonie, vous verrez comment c'est accessible. Allez au tribunal de grande instance. Ça a été un raté. Allez au tribunal de grande instance de Paris, flambant neuf, créé par Renzo Piano, qui est inaccessible pour les personnes handicapées. Les avocats en fauteuil n'arrivent pas à y accéder. Vous viendrez dans la ville de Maison-Lafitte, dans les équipements, ils sont tous aux normes, les nouveaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un cadre légal depuis 15 ans dans ce pays et qu'on n'en a rien fait. Si vous soulevez le cas de la Philharmonie ainsi que le tribunal de grande instance de Paris qui vient d'être fait et que ça n'a pas été fait, c'est une faute de l'architecte, c'est une faute du maître d'ouvrage et donc là, il doit y avoir des sanctions. Ça appartient c'est la ville, non? C'est l'État, c'est l'État. Non. Il y a d'un côté l'État et la Philharmonie, c'est pas l'État. Je pense qu'on a là un des exemples. D'abord, Régis de Castelnau. Je rejoins ce que vous disiez. Le statut des handicapés a changé, y compris dans le regard de la population. Affirmatif. C'est devenu très inclusif et ça, bravo. Pardon de faire un mauvais jeu de mots, ça leur fait une belle jambe. Attendez. Non, mais, oh là là, qu'elle est méchante. Non, mais c'est insupportable. Oui, mais je vais après dire du mal un peu. Je dis du bien, mais c'est pas long. Vous allez voir. Et donc, exactement. Et donc, le problème, c'est qu'on assiste à une tare française maintenant depuis 30 ou 40 ans, c'est que l'impuissance administrative, dont une des causes est financière, elle est masquée par le caractère proclamatoire de la loi. Alors on fait une loi qui va porter le nom de son auteur, la loi sur le bruit, la loi sur le handicap, c'est magnifique, c'est une grande victoire, mais après,
comment est-ce que ça vient dans les faits, comment est-ce que c'est mis en place dans les faits, y compris avec les compromis nécessaires. C'est une question d'allocation de ressources. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la construction, sur l'urbanisme, etc. Il y avait des contraintes qui étaient des contraintes justes, mais à tous les étages. Et il y avait un surcoût de construction pour les HLM qui était l'ordre de 20 à 30%. Non, mais il y a eu des excès. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu un texte sous Macron, celui-là, pour une fois, j'ai relevé un texte que je trouvais positif, qui a été finalement de trouver un compromis et de dire que c'était les étages les plus bas qui étaient concernés par ces aménagements obligatoires. Ça a été un tollé, une levée de bouclier. Donc, le problème, il est celui-là. On proclame, et derrière, ça ne suit pas. Ça, c'est vrai. Non, parce que la loi de février 2005, elle ne fait pas que proclamer, elle change radicalement les choses. Les maisons départementales pour le handicap, non, la révision. Elle a aussi un aspect, une fonction proclamatoire. C'était nécessaire. Je reviens juste sur l'accessibilité quand même. Des immeubles HLM accessibles à tous, c'est pas bon uniquement que pour les personnes handicapées. C'est bon pour tout le monde. Et quand on voit le défi de la dépendance qui est aujourd'hui un défi réel, je vais vous dire que dans 20 ans, on regrettera d'avoir construit des HLM en 2019 qui n'étaient pas accessibles pour tous. Alors, je voudrais qu'on prenne nos auditeurs. Allez-y rapidement. Oui, rapidement, parce qu'effectivement, c'est un problème de coût. Il faut mettre des ascenseurs parce qu'il n'y a pas que les handicapés, parce qu'il y a un moment, il y a les mamans avec il y a un projet de loi qui le prévoit, de le rendre obligatoire. Les berceaux, etc. Mais ce qui est certain, c'est que dans certains équipements qui existent, effectivement, on pourrait avoir l'accessibilité au premier étage sans monter au l'air, en faisant permuter, par exemple, dans une école, les classes qui descendent et que ce n'est pas l'enfant qui doit monter, mais c'est le maître qui doit descendre. Donc il y a un problème, je dirais, de praticabilité au quotidien et d'intelligence. Amélia est en ligne avec nous. Bonjour Amélia, vous nous appelez des Landes. Vous êtes, vous, en situation de handicap, c'est ça ? Tout à fait, je suis en situation de handicap. Alors moi, je vous écoute. Alors quand j'entends, ça fait 14 ans, on a avancé, c'est génial. Les personnes qui parlent comme ça, ce sont des personnes qui sont en très bonne santé. Moi, quand on me parle d'accessibilité, a-t-on mis une personne en situation de handicap ? Non. Ceux qui formatent tout ce petit monde, ce sont des gens qui sont en pleine santé. Souvent, je monte sur Paris. Alors moi, je ne sais pas comment font les handicapés qui vivent là-bas, mais franchement, ils méritent une médaille. Le peu de fois où j'y vais, c'est compliqué et je ne suis pas en fauteuil roulant. Et je peux vous dire que je sors de là, je suis épuisée. C'est exact que le métro n'est pas très accessible. Dans les paroles, tout est bien. Alors moi, je pense que c'est pour se donner bonne conscience. On dit les choses, on a fait quelque chose de bien, on l'a dit, ça fait joli, c'est très beau. Mais dans les actes, il n'y a rien. Et quand on me dit que ça fait 14 ans et que c'est génial, non, il faut arrêter parce que je pense que les gens qui pensent comme ça, si c'était pour eux ou si c'était pour leur propre famille, je pense qu'ils raisonneraient différemment. Mais tant que ça ne les touche pas, on dit, on a fait ça, c'est déjà bien, ils vont se contenter de ça, ils vont se taire parce qu'on est en minorité. Et financièrement, moi, quand j'entends 40 € de plus, excusez-moi, si vous n'avez pas un conjoint qui gagne bien sa vie, moi, quand j'entends 900 €, il y a très peu d'handicapés qui les perçoivent. Parce que si vous voulez percevoir ce complément d'invalidité qu'on vous donne, eh bien, on vous explique que si vous avez un bien, que vous êtes battu pour le garder pendant 30-35 ans et que vous tombez en handicap, pas parce que vous l'avez choisi, suite à un accident ou quelque chose comme ça, eh bien, on vous explique, on va vous donner cet argent, mais le jour où vous décédez, en fait, on vous récupère votre bien. Alors moi, je trouve ça quand même assez ignoble. Alors, il y a des choses, moi, je suis désolée, il n'y a rien. C'est tout ce qui se fait depuis des années, dont M. Macron, pour moi, c'est comme un soufflet, vous voyez. Vous sortez du four, il est magnifique, mais si vous ne le mangez pas en suivant, il retombe. Et c'est ce qui se passe depuis des années, des années, des années. Merci. Donc, il faut vraiment faire les choses, mais les faire honnêtement et sérieusement, pas pour se donner bonne conscience. Merci beaucoup Amélia de nous avoir appelé. Vous êtes nombreux à réagir, à nous parler de ces 40 € dérisoire que vous avez touché pour certains d'entre vous depuis le mois de novembre. Mais la prise de conscience, c'est pas ce qui vous fait accéder. Non, mais on est bien d'accord. Et là, je voudrais citer à l'antenne une association de services, Kiwanis, et qui font des choses extraordinaires, dont au Vésinet, je vais vous le dire, des compétitions sportives avec des handicapés. J'y vais chaque année, depuis des années et des années. Effectivement, c'est véritablement fort. 0826 300 300, vous êtes nombreux à réagir et Mickaël pose cette question. Il y a combien de députés en situation de handicap ? Allez, à tout de suite. Mais sur Auchan.fr. Sud Radio, 10h midi,
Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous parlons du handicap. Est-ce que ce gouvernement a fait mieux que les autres? Vous répondez dans un sondage à 89% que non, ce gouvernement n'a pas fait mieux, que vous n'en attendez rien. Marie de Béziers est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Oui, en fait, je ne suis pas du tout émue, voyez-vous, parce que je suis vraiment en colère par rapport à la situation de handicap. Bon, 900 €, c'est bien, mais bon, ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Là, on n'est pas du tout... on est dans les européennes, on le sait. Voilà, moi, je voulais dire qu'il n'y a pas que les fauteuils roulants, en fait. Moi, je téléphone pour ma fille qui est handicapée auditive, à 80% de naissance. Et je voulais dire, en fait, qu'elle galère pour trouver un travail. Elle conduit, elle a sa voiture, elle est autonome. Mais quand vous posez la question, on vous dit, écoutez, vous avez des aides, l'essentiel, c'est l'AAH et non l'emploi. Oui. Donc c'est ça qui est terrible. Si vous n'avez pas de relation, si vous n'avez pas un réseau, c'est galère. Vous ne pouvez pas trouver de travail. L'État ferait des économies en fait en faisant travailler les handicapés, mais non. C'est pas ça. Le pourcentage de travailleurs handicapés reclassés est très très faible. Très faible. Oui, ça c'est sûr que ça fonctionne. Mais pourtant les entreprises doivent. Il y a 6%. Mais ils préfèrent payer. L'obligation pour les collectivités, c'est 6%. Simplement, c'est pas évident. Vous pouvez mettre personne dans un fauteuil au téléphone. C'est ce que nous avons, par exemple, à l'intercommunalité. Mais par exemple, partout ailleurs, vous avez des parents qui disent non, moi je veux pas d'handicap parce que si vous confiez mes enfants dans une crèche à une personne handicapée, il y a un problème. Donc c'est pas si évident que ça. Et nous avons utilisé, j'ai une jeune handicapée psychique, etc. Je l'ai gardée dans 2-3 ans et les services, à un moment, n'en peuvent plus parce qu'il faut tout faire derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en retard au niveau des structures de CAT ou ailleurs. Vous savez que les gens les plus discriminés, c'est une étude qui a été faite et qui est refaite régulièrement, les gens les plus discriminés, c'est pas la race, c'est pas la religion, c'est le handicap. C'est le handicap. Sur un CV égal, les gens les plus discriminés sont les handicapés. Fleur de Lys nous dit qu'il faudrait commencer par arrêter de prendre en compte le salaire du conjoint pour l'octroiement des aides MDPH et se rendre compte de ce qu'est la vie d'un handicapé et de son entourage. Tout est long, dossier perdu systématiquement. C'est le parcours du combattant. Et ça, c'est vrai que vous êtes très très nombreux à nous écouter et à nous dire un peu la même chose. Régis de Castelnau. Je vais faire une provocation. Allez-y, vous n'en êtes pas la première. Non, c'est exact. Oui. C'est une drogue dure, la provocation. Une provocation, parce que j'ai un exemple que quelqu'un en a trop fait pour un handicapé. C'est monsieur le procureur du tribunal de grande instance de Toulouse. Manifestation des Gilets jaunes, et il y a une dame qui vient en fauteuil roulant, grande militante d'association, etc. Et puis elle voit arriver, pour couper la manifestation en deux, elle voit arriver le camion canon à eau. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre devant. Je sais pas ce qu'elle fait avec son truc qui est électrique, qui marche, et le camion peut plus passer. Donc les policiers arrivent, la bousculent, commencent et essayent de bouger le fauteuil roulant. Il y a un policier qui vient, qui appuie sur la manette en pensant que ça va marcher, ça marche pas, il tombe. Et bien cette dame est poursuivie pour violence avec arme. Le fauteuil roulant étant considéré comme une arme. Je pense qu'il y avait autre chose à faire que de faire perdre le temps à la justice, de la déshonorer de cette façon-là. Et ça montre bien une certaine mentalité. C'est-à-dire que, et on l'a vu dans les histoires des Gilets jaunes, on a vu que les gens qui étaient en fauteuil roulant n'ont pas fait l'objet de traitements moins durs que ceux des autres. Oui. Alors, il y a une autre version qui dit que c'était des pompiers et qu'elle a entravé l'arrêt d'un feu. Oui, sauf que la photo montre bien que c'est un camion blanc. C'est un camion de CRS. Non, moi j'ai vu la photo, j'ai étudié un peu le dossier, le réflexe d'avocat. Mais ça, là aussi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu marginal par rapport au problème quotidien des handicapés. Je pense que ça en dit long sur le comportement des parquets dans ce pays depuis déjà un moment. C'est quoi cette histoire? Poursuivre cette personne pour violence avec arme par destination à un fauteuil roulant? Mais il se ridiculise. On a le témoignage de Laurence qui nous dit: vous avez des mois maintenant, je suis un petit peu âgée, mais je n'ai jamais pu trouver un emploi stable. Pourtant, j'ai fait des lettres, des recherches. Je suis handicapée catégorie B. J'étais reconnue par la Cotorep, mais à chaque fois, aucun patron ne voulait m'employer. Pourtant, j'ai un handicap qui ne se voit pas. Il y a beaucoup de sujets, effectivement, qui concernent le handicap. Et il y a encore, même si vous vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, ceux qui sont concernés, eux, se trouvent dans des situations quand même souvent assez compliquées. Sans transition, comme on dit, quelques mots sur François Hollande qui a décidé de recevoir les parents
les familles d'enfants de djihadistes. Vous savez qu'il y a des enfants de djihadistes qui sont toujours en Syrie. L'État ne veut pas les accueillir en France. Ces familles seront reçues par François Hollande et elles espèrent que l'ancien chef de l'État entendra leur détresse. Qu'est-ce que François Hollande vient faire dans cette galère? C'est une habitude. Il avait été voir Battisti en prison. Oui. L'innocent, hein? Et Théo non, mais ce type, franchement... Enfin, j'en dirai pas plus. Non, mais de quoi il se mêle? Mais c'est ça. Il vient mettre du sel sur les plaies. C'est une question délicate. Difficile, je parle des enfants. Hein. Je parle des enfants, c'est compliqué. Ils sont partis, ils sont perçus comme des ennemis, pas les enfants, mais les parents, etc. Puis qui sont partis finalement, qu'ils aillent se faire prendre. Et puis il y a des choses qui sont faites au cas par cas. Il y a des enfants qui ont été rapatriés. Le gouvernement le fait de façon. Monsieur, alors qu'il ferait mieux de se taire et de raser les murs pour nous avoir installé Macron à la présidence de la République. Hein, il va acheter du muguet en disant. Il a peut-être autant de regrets que vous. Hein. Comment? Il a peut-être autant de regrets que vous. De l'avoir fait. Le problème, c'est pas d'avoir des regrets, c'est de l'avoir fait. Non, mais attendez, je veux dire, il y a une indécence native. Là, c'est plus politique, l'aspect politique de la démarche de François Hollande. Alors, est-ce qu'on s'adresse à un ancien président de la République? D'abord, il n'a pas quitté la politique, il est toujours sur la scène politique. Donc voilà, il profite de son statut. D'autre part, par rapport aux enfants de djihadistes, moi, il y a un vrai problème. Je pense qu'effectivement, il faut examiner les cas par cas, parce que moi je fais une distinction entre les enfants orphelins de père et de mère, qui sont tout seuls dans les camps, livrés à on ne sait quelle difficulté, et puis les enfants qui, eux, ont toujours leur mère ou leur père. Voilà. Sans oublier les enfants qui, malheureusement, sont devenus de véritables guerriers. Oui, non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il faut examiner cas par cas. C'est pour ça que c'est traité au cas par cas. Il faut véritablement, je dirais, dans ce cas-là, ne pas avoir de position générale et examiner chaque cas. Quant à Hollande, que voulez-vous? Il a du temps libre. Non, c'est une mauvaise action. Monsieur l'ancien député, ne pas avoir de position générale, je pense qu'il faut surtout appliquer le droit, et que le droit ne s'applique pas au cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a des règles de droit, notamment internationales. Quand il y a des assassins, je ne les veux pas sur le territoire national. Écoutez, la loi s'applique à tous les citoyens français. Il y a longtemps qu'ils devraient être plus français et ils auraient déjà dû avoir... Certains sont nés. Nicolas Corato, certains sont nés là-bas. Parce que si vous appliquez le code pénal, il y a longtemps que les parents auraient dû être déchus de la nationalité française. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a 3/4 de ces enfants qui ont moins de 6 ans. Donc effectivement, c'est un sujet extrêmement sensible, compliqué. Il y a un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'État français pourrait être condamné. Donc de toute façon, il y a un problème politique. Après, moi, ce qui m'étonne dans le fait Hollande, c'est plus largement, mais ça, Jacques Méniard, vous avez peut-être un avis là-dessus. C'est on n'a pas le temps de le savoir. Hollande, ça fait plusieurs fois qu'il intervient, qu'il interfère dans les processus. Dans ce champ-là. Il était à Mossoul il y a quelque temps, alors que l'État français négocie avec les Irakiens des djihadistes contre de l'armement. Je fais simple, mais c'était les informations qu'on avait dans le Figaro il y a quelques jours. Je trouve très étrange la manière dont François Hollande interfère constamment dans ce dossier. C'est autre chose, à mon avis. Il y a peut-être autre chose que de la com dans cette manipulation-là. Eh bien, on va suivre ça et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver André Berkoff. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.